Je suis un proche du président Vladimir Poutine. J'ai fait fortune dans le pétrole, l'acier ou le BTP. Je suis un proche du président Vladimir Poutine et je suis dans le collimateur des sanctions occidentales. Je suis un oligarque russe. Des yachts saisis en Espagne ou en Italie, des immeubles gelés à Paris ou à Londres, partout on frappe au portefeuille les oligarques russes pour leur soutien à la politique de Vladimir Poutine et à l'opération militaire spéciale en Ukraine, selon la terminologie du Kremlin. D'un autre côté, le pensionnaire du Kremlin n'épargne pas lui-même ses oligarques. Je ne voudrais pas critiquer ceux qui ont des villas à Miami ou sur la Côte d'Azur, qui ne peuvent pas se passer de foie gras, d'huîtres ou de la soi-disant liberté de genre. Ce n'est pas le problème, loin de là. Le problème, encore une fois, c'est que beaucoup d'entre eux sont mentalement là-bas et non pas ici avec notre peuple et avec la Russie. Certains oligarques ont même trouvé la mort dans des circonstances troubles depuis le début de la guerre en Ukraine. Le magazine américain Newsweek en dénombrait 6 dans une enquête parue en avril 2022. Parmi lesquels, Sergueï Protosenia, vice-président du groupe gazier Novatek, retrouvé mort avec sa femme et sa fille dans sa villa de Lloret del Mar en Espagne. L'oligarque russe n'est-il qu'un potentiel traître au patriotisme ou murmure-t-il encore à l'oreille de Vladimir Poutine ? D'abord, arrêtons-nous sur le terme d'oligarque. Même si on lui appose souvent l'adjectif russe, ce n'est pas un mot russe, c'est un mot qui vient du grec. Faisons un peu d'étymologie. D'un côté, nous avons oligos, qui signifie petit nombre, et de l'autre, archi, qui signifie commandé, comme dans monarchie ou anarchie. Si l'on s'en réfère au dictionnaire, voilà ce que ça donne. Système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus ou de familles, à une classe sociale restreinte et privilégiée. Qu'en est-il si on l'applique à la Russie ? C'est ce qu'on a demandé à Agathe Demaret, une économiste spécialiste de la Russie et des sanctions internationales. La première caractéristique de l'oligarchie, c'est que ce sont des personnes, en fait, qui ont accédé à une forme de pouvoir économique dans les années 1990, suite à l'effondrement de l'URSS. En fait, ce sont des personnes un petit peu lambda, qui se sont retrouvés au bon endroit, au bon moment et qui ont pu acheter des parts d'un certain nombre d'entreprises russes pour une bouchée de pain. La deuxième caractéristique de l'oligarchie en Russie, c'est évidemment sa proximité avec le pouvoir de Vladimir Poutine. Il y a en fait une imbrication en Russie entre les oligarques d'un côté et le pouvoir russe de l'autre. Et enfin, la troisième caractéristique de l'oligarchie en Russie, ça va être le fait qu'il y a un accord tacite entre le pouvoir et les oligarques. Les oligarques ne doivent pas s'occuper de politique. Cela signifie que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la Terre, et ça, c'est pas un scoop. Mais en réalité, le terme d'oligarque n'est peut-être plus très adapté à la réalité russe. C'est ce que nous a dit Régis Janté, journaliste expert de l'espace post-soviétique, qui vient de rédiger une note pour l'Institut français des relations internationales, intitulée « Cercle dirigeant russe, infaillible loyauté au système Poutine », disponible sur le site de l'IFRI. Il y a des plaisanteries qui concourent à Moscou lorsque vous parlez avec des spécialistes de ces questions ou avec des gens qui tournent autour du pouvoir politique, qui disent on n'a plus d'oligarques en Russie, on a des gens qui brassent des milliards, mais en fait qui travaillent au service du pouvoir politique. On a l'impression qu'ils pèsent assez peu, qu'ils sont dans une relation, c'est un peu la carotte et le bâton, si vous voulez. Si tu ne sers pas mon régime, si tu n'y es pas utile, sache que ça ira très mal pour toi. Et en même temps aussi pour qu'ils participent au pouvoir, pour qu'ils contribuent à faire prospérer et la Russie et la grandeur de la Russie telle que M. Poutine la voit, et peut-être aussi, et certainement aussi son régime personnel, eh bien, vont être gâtés par le régime. Des milliardaires proches du pouvoir, qu'ils servent et dont ils se servent, ce n'est sans doute pas propre à la Russie, c'est aussi quelque chose qu'on observe sous nos latitudes. Chez nous, on a redécouvert, il y a 5 ans, 10 ans, cette notion d'oligarque qu'on applique à nos milliardaires, à M. Bolloré, à des gens comme ça, qui d'ailleurs fonctionnent comme des oligarques russes ou des anciens oligarques russes, en ayant leurs propres médias, en ayant des ministres ou des gens influents autour des ministres ou de la présidence de la République, en France et dans toutes les démocraties, à vrai dire, et dans tous les pays du monde, il y a du lobby comme ça. On parlera quand même par facilité d'oligarques, mais avec tous les guillemets requis. On
On dit les oligarques russes, mais c'est loin d'être un groupe homogène. De plus, ils sont très nombreux puisqu'on compte une centaine de milliardaires en Russie. On ne pourra pas nommer tout le monde, on va juste en citer quelques-uns et les regrouper sous 4 catégories. Vous allez voir, on n'a pas fait de catégorie femmes parce que, il n'y en a pas. Catégorie numéro 1, les vétérans. Ce sont ceux qui ont fait fortune dans les années 90 suite au démantèlement de l'URSS et grâce aux faveurs de Boris Eltsine. Roman Abramovich a notamment des parts dans le géant de l'acier Evraz et a récemment revendu le club de Chelsea qu'il détenait depuis 2003. Oleg Deripaska a des activités au sein de Basic Element qui vont de l'aluminium à l'agriculture. Mikhail Friedman a fondé la plus importante banque privée de Russie. Vladimir Potanin est quant à lui surnommé le roi du nickel. Certains de ceux-là ont émis des réserves sur la guerre en Ukraine. Je pense que ce serait une erreur colossale de détruire l'Ukraine. Une erreur colossale. Mais ils ne vont guère plus loin dans leur critique car il existe ce qu'on pourrait appeler le précédent Mikhail Khodorkovsky. Peu de temps après son accès au Kremlin en mai 2000, Vladimir Poutine fait le ménage parmi les oligarques pour les mettre au pas. À l'époque, Mikhail Khodorkovsky est à la tête du groupe pétrolier Yukos et l'homme le plus riche de Russie. Mais il veut peser sur la politique, ce qui n'est pas du goût de l'homme du Kremlin. Il est arrêté en 2003, puis condamné à 14 ans de prison pour fraude fiscale. Il sera finalement gracié à la veille des JO de Sotchi, après avoir passé 10 ans incarcéré en Sibérie. Il est dès lors devenu une voix de l'opposition depuis Londres. La question de la confiance est très importante dans le régime de M. Poutine parce que le droit, l'état de droit est très faible, donc forcément c'est compensé par la question de la loyauté. Dans la deuxième catégorie, on trouve les milliardaires à la tête des grands groupes d'État, qui ont eu un rôle politique ou une carrière dans les renseignements avant d'accéder à ces entreprises. Alexei Miller a été le vice-ministre de l'énergie de Poutine et est aujourd'hui à la tête de la puissante Gazprom. Nikolai Tokarev, ancien du KGB, dirige la société d'oléoduc Transneft. Sergei Chemezov, ancien des renseignements aussi, est à la tête de Rostec, un conglomérat civil et militaire. Igor Sechin a été le vice-premier ministre de Poutine et dirige la société pétrolière Rosneft. Ces gens-là sont d'abord des exécutants. Donc ils sont puissants parce qu'ils sont à la tête d'entreprises gigantesques qui disposent de milliards pour assurer leur politique, pour rendre des services au régime parfois. Mais en réalité, ce sont de simples exécutants qui peuvent être d'ailleurs démis de leurs fonctions par un simple décret. Dans cette troisième catégorie, on trouve les amis de Vladimir Poutine, à l'image d'Arkady Rotenberg, avec qui il a pratiqué le judo à Saint-Pétersbourg. Arkady Rotenberg a fait fortune dans le BTP, notamment grâce à d'importants marchés lors des JO de Sotchi et récemment avec la construction d'un pont vers la Crimée. Boris, son frère, possède avec lui la banque SMP. Il a par ailleurs investi dans le sport. Gennady Timchenko, lui, s'est enrichi en fondant la société pétrolière Gunvor. Dans cette dernière catégorie, on trouve les hommes de confiance, ceux qui conseillent le président. Nikolai Patrouchev est le très influent chef du Conseil de sécurité. Yuri Kovalchuk est l'actionnaire principal de Rossia Bank. Il conseille Poutine sur la politique intérieure. Evgeny Prigojine, surnommé le cuisinier de Poutine car il a fait fortune dans la restauration, se cache aujourd'hui derrière le groupe de mercenaires Wagner. Selon notre expert, en réalité, le cercle autour de Vladimir Poutine se resserre, presque jusqu'à l'isolement. Le 21 février dernier, lorsque M. Poutine organise ce conseil de sécurité qui en fait est le lieu où il va mettre en scène la décision d'envahir l'Ukraine, et à ce moment-là, on voit bien qu'il est le seul à décider, allant jusqu'à faire ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, jusqu'à humilier certains de ses plus proches collaborateurs en public parce qu'ils ne répondaient pas exactement à la demande. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les puissances occidentales ont décidé d'imposer des sanctions visant particulièrement les oligarques russes. Panorama. Le G7 intensifie également la pression sur les milliardaires russes corrompus. Nous ajoutons de nouveaux noms à la liste des oligarques et de leurs familles que nous ciblons et nous renforçons la coordination entre les pays du G7 pour cibler et capturer leurs gains mal acquis. Tous les avoirs que ces gens possèdent au Royaume-Uni seront gelés. Ils n'auront pas le droit de voyager ici. Et nous interdirons aux personnes et entités britanniques de faire des affaires avec eux.
Ces derniers jours, le comité de sécurité financière du ministère de l'économie a approuvé d'importantes mesures de gel des avoirs des oligarques russes qui ont été rapidement exécutées et continueront de l'être dans les jours à venir. Nous poursuivons le recensement complet des avoirs financiers, des biens immobiliers, des yachts, des véhicules de luxe qui appartiendraient aux personnalités russes sous sanctions européennes. À titre d'exemple, l'Union européenne a fait la liste des personnes soumises à sanctions. Une liste régulièrement mise à jour et selon les dernières données disponibles, elle vise 1158 personnes, parmi lesquelles des oligarques. Il s'agit là de sanctions individuelles qui reposent essentiellement sur deux choses, le gel des avoirs détenus à l'étranger et l'interdiction d'accéder au territoire. Ces sanctions ont surtout une portée symbolique et limitée, puisque généralement ces oligarques sont au courant qu'il y a des problèmes entre la Russie et les pays qui vont imposer les sanctions. Et donc, les oligarques n'ont généralement pas vraiment de projet de voyage en Occident. En ce moment, ils restent en Russie. Et ils peuvent prendre en fait leurs dispositions afin que leurs avoirs soient à l'abri des sanctions. Soit notamment dans des juridictions plus coopératives de leur point de vue, ou ne soient pas détenus en dollars, en euros, en livres sterling, etc. D'autre part, il y a les sanctions qui touchent l'économie russe en général, comme celles frappant les exportations de pétrole ou de semi-conducteurs, qui vont avoir un impact sur les deux piliers de l'économie russe. Le premier pilier, c'est le secteur énergétique, puisque le secteur énergétique russe aujourd'hui ne peut plus se financer à l'étranger et n'a plus accès aux technologies occidentales pour développer des champs de gaz ou de pétrole, notamment dans l'Arctique. Et les deuxièmes provisions des sanctions qui vont entraîner cette asphyxie de l'économie russe, c'est tout ce qui concerne les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs, qui sont des composants extrêmement importants pour tous les petits objets électroniques qu'on utilise dans le quotidien, les téléphones, les ordinateurs, etc. Et la Russie se retrouve aujourd'hui privée d'accès à ces composants. Et à long terme, ça va entraîner véritablement une asphyxie de l'économie russe qui va évidemment avoir un effet sur les oligarques. Pour le moment, les sanctions occidentales ont juste fait un peu fondre les milliards des milliardaires. Mais est-ce que ces oligarques se rebiffent ? On sait par certaines sources, par certains confrères russes qui, eux, ont leurs sources au sein des structures de pouvoir russes, qu'il y a effectivement un mécontentement de leur part. Et en même temps, ils ne disent rien et probablement qu'il ne faut pas espérer qu'ils travaillent à renverser monsieur Poutine. Peut-être parce que leur calcul, c'est j'ai plus intérêt malgré tout à rester dans le système, ne serait-ce que pour garder ma liberté, plutôt qu'à en sortir. En résumé et en conclusion, même s'il existe un intérêt réciproque entre Vladimir Poutine et ses milliardaires pour faire tourner l'économie russe, ces grandes fortunes ont plutôt accès au marché public qu'à la décision politique et ont de ce fait perdu leur titre d'oligarque.